Lorsque ma mère est décédée, j'ai cru que le monde s'était effondré. Je venais tout juste de fêter mes 26 ans, en train de planifier un futur avec mon fiancé, mon mari. Nous vivions à quelques pâtés de maison de ma maison d'enfance, et tout dans ma vie semblait se mettre en place jusqu'à ce que cet appel redouté arrive en pleine nuit. La voix tremblante de mon père n'a dit que 2 mots, elle est partie. Les funérailles furent floues. Amis et familles sont venus de partout pour offrir leurs condoléances et casseroles. Je me souviens avoir tenu la main de mon père lors de la cérémonie au cimetière. Sa prise était forte, comme s'il avait peur de lâcher la seule chose qui le reliait encore à elle. Ma mère avait été sa petite amie au lycée. Ils étaient mariés depuis plus de 30 ans. Je ne pouvais imaginer la douleur qu'il traversait. Les semaines suivantes, je me suis retrouvée à lui rendre visite plus souvent que je ne l'avais prévu. Au début, c'était juste pour m'assurer qu'il mangeait. Puis cela est devenu une vérification émotionnelle. Finalement, je faisais à nouveau la lessive là-bas. Je rangeais la maison comme quand j'étais ado. La maison n'avait pas changé, mais sans maman, elle semblait vide, creuse, comme une coquille de ce qu'elle avait été. Un après-midi, environ 3 semaines après les funérailles, je suis arrivée avec des courses. Je rangeais les produits dans le réfrigérateur quand il est entré dans la cuisine, l'air inhabituellement sérieux. « Jessica », dit-il en utilisant le ton qu'il prenait quand quelque chose est important, « je dois te demander quelque chose. » Je me suis tournée vers lui. « Qu'est-ce qui se passe, papa ? » « Je veux que tu reviennes vivre ici, juste pour un petit moment. » J'ai marqué une pause. « Pourquoi ? » « Tu sais, Mason et moi. » Il m'a interrompu doucement. « Je sais, mais cette maison est trop calme. Je ne dors pas bien. Je dîne seule, je me réveille seule, et ce n'est pas quelque chose à quoi je suis habituée. » Je voyais la douleur dans ses yeux, la solitude, une sorte de tristesse que je n'avais même pas vue pendant les funérailles. J'ai dégluti la boule qui me serrait la gorge. « Et d'accord, dis-je finalement, mais juste pour un petit moment. » J'en ai parlé à Mason. Il comprenait bien qu'il était hésitant. « C'est un moment difficile, m'a-t-il dit, mais si tu penses que cela l'aidera à guérir, vas-y, mais ne te perds pas là-dedans, Jess. » J'ai donc emballé une petite valise et suis retournée dans la maison où j'avais grandi. Ma chambre d'adolescente était telle que je l'avais laissée, des posters de groupes de musique encore accrochés au mur, le lit petit, le matelas usé, mais il y avait quelque chose de réconfortant à être de retour. Les premiers jours furent étonnamment paisibles. Je cuisinais, on regardait la télé, et papa souriait même quelquefois. C'était un progrès, mais ensuite des petites choses ont commencé à se produire, des demandes étranges. Une nuit, il m'a demandé de rester dans le salon avec lui jusqu'à ce qu'il s'endorme. « La maison semble moins vide quand tu es là », m'a-t-il dit doucement. Je n'y ai pas trop réfléchi, mais la nuit suivante, il m'a demandé de porter la vieille robe de maman parce qu'il disait que je lui ressemblais beaucoup dedans. Cela m'a paru étrange. J'ai ignoré cela, rejetant ce comportement étrange sur le deuil. Après tout, perdre quelqu'un d'aussi important pouvait tordre la réalité d'une manière qu'on ne comprend pas. Puis un soir, je l'ai trouvé dans la cuisine tenant une des chemises de nuit de maman. Son dos était tourné vers moi, ses épaules tremblaient. « Tu me rappelles tellement d'elle », murmura-t-il. Lorsqu'il se tourna vers moi, ses yeux étaient vitreux. Je ne savais pas s'il fallait le prendre dans mes bras ou courir. Je suis restée, je l'ai réconforté, mais à l'intérieur, je commençais à tout remettre en question. Était-ce un deuil normal ou était-il en train de sombrer dans quelque chose d'autre ? Quelques nuits plus tard, tout devint clair et effrayant. Nous dînions juste des spaghettis et des boulettes de viande, un repas simple. Il beurrait son pain lentement, puis leva les yeux vers moi. « J'ai réfléchi, dit-il, à aller de l'avant. » Je souris, soulagée. « C'est bien, papa. Maman ne voudrait pas que tu sois seule pour toujours. » Il hocha la tête. « Je suis d'accord, mais je ne veux pas de quelqu'un de nouveau. Je veux quelqu'un qui me comprenne, qui comprenne cette maison, qui me connaisse. » J'ai incliné la tête, confuse. « Et d'accord, dis-je. » Il tendit la main à travers la table et prit doucement la mienne. « Je veux que tu restes, pas seulement en tant que ma fille. » Je me figeais.
D'abord, j'ai cru avoir mal entendu, que j'avais mal compris, que ces mots signifiaient autre chose. Mais ensuite, je vis l'expression dans ses yeux, la façon dont il tenait ma main un peu trop longtemps, la pause dans sa respiration. Je retirai ma main rapidement. Non, papa, c'est pas possible. Il se reprit immédiatement, s'excusant, disant que ce n'était qu'une pensée, que le deuil avait tordu son esprit, qu'il ne le pensait pas. Je hochai la tête, mais je ne le croyais pas. Cette nuit-là, j'ai appelé Mason. Je lui ai tout raconté. Jess, tu dois partir de là, me dit-il. Je ne partirai pas tout de suite. Il y avait quelque chose en moi qui avait besoin de clôturer, de comprendre ce qui se passait vraiment. Le lendemain, pendant que papa faisait sa promenade matinale, je suis allée dans sa chambre. Cela faisait des années que je n'avais pas fouillé, mais j'étais désespérée d'avoir des réponses. J'ai ouvert son tiroir de bureau et trouvé une pile de journaux soigneusement rangés, datés. La plupart des entrées étaient remplies de douleurs, de longs passages sur le manque de maman, sur le fait que la maison semblait être une prison, sur les nuits interminables. Mais en lisant plus loin, le ton a changé. Il écrivait sur moi, sur combien je lui rappelais maman, sur le fait que peut-être c'était le destin qui m'avait ramené dans la maison. Une entrée disait « Jessica est ma lumière dans cette obscurité ». Peut-être qu'elle était destinée à revenir pour plus que simplement aider. Peut-être que l'univers me dit quelque chose. J'ai senti mon estomac se nouer. Cette nuit-là, je me suis assise avec lui et je lui ai dit que je partais. « Tu as besoin d'aide, papa ?» lui dis-je. De l'aide réelle. C'est plus que du deuil. C'est quelque chose de plus profond, et ce n'est pas sain. Il ne m'a pas opposé de résistance. Il avait l'air d'un homme brisé, mais il hocha la tête point. Tu as raison, dit-il doucement. Je me suis perdue. Je suis retournée chez Mason, et c'était comme entrer dans un autre monde. J'ai dormi pendant 12 heures d'affilée la première nuit, et quand je me suis réveillée, j'ai pleuré. Non pas pour mon père, mais parce que je sentais sa tristesse. J'avais perdu mes deux parents d'une certaine manière, l'un par la mort, l'autre par quelque chose que je n'arrivais toujours pas à nommer. Les semaines passèrent, papa commença une thérapie. Il rejoignit un groupe de soutien au deuil. Je suis restée en contact, mais j'ai gardé des limites. Lentement, il commença à changer. Il planta de nouvelles fleurs dans le jardin de maman, commença à cuisiner ses repas, fit même quelques nouveaux amis dans son groupe. Ce n'était pas parfait, mais c'était un début. Quant à moi, j'ai appris à quel point le deuil pouvait être complexe, comment il pouvait déformer, manipuler et même réécrire notre réalité. Mais j'ai aussi appris qu'il y a des moments où l'amour véritable, sincère, signifie parfois partir, poser des limites, dire non. Je lui rends toujours visite une fois par semaine. Nous parlons de maman, nous partageons des histoires, nous rions, parfois nous pleurons, mais nous ne parlons jamais de cette nuit-là, et nous n'en parlerons jamais. Certaines choses sont mieux laissées dans le passé, et certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent jamais être défaites. Et la guérison, elle, reste possible, même après.